Salut à toutes et à tous. Comment allez-vous? On va continuer à parler de Franco Mastantino, car depuis son arrivée au Real Madrid, il ne cesse d'impressionner. Le 14, il a fêté ses 18 ans, a été présenté officiellement avec le maillot du club, a enfin signé son contrat et est devenu joueur du Real Madrid à part entière. Dès le vendredi, on a pu le voir à l'entraînement. Il n'a participé qu'à quelques séances avec Xavi Alonso, mais déjà il a marqué les esprits, aussi bien auprès de ses coéquipiers que du staff technique. Il a inscrit plusieurs buts, on a pu admirer sa patte gauche, et il a même accordé une interview au club. On va donc revenir sur ses propos, sur ses premiers entraînements, mais aussi évoquer le cas Rodrigo, car il se dit qu'il est arrivé en retard à la séance du jour dirigée par Xavi Alonso. Concernant Rodrigo, je dois dire que c'est une attitude que j'ai du mal à comprendre. Quand tu joues ta place, que tu déclares vouloir rester, te battre et gagner la confiance de l'entraîneur, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. On reviendra dessus dans un instant. Mais d'abord, revenons à Mastantino. Comme je le disais, depuis sa présentation jeudi et surtout depuis qu'il a commencé à s'entraîner vendredi avec Alonso et le reste du groupe, il impressionne énormément. J'en avais déjà parlé. Pour un joueur de 18 ans, son physique est incroyable. Bien qu'il n'ait pas pu s'entraîner collectivement ces derniers temps, il s'est préparé individuellement et possède une condition athlétique impressionnante. Et à travers les séances, on a pu le voir s'intégrer, combiner avec ses partenaires et appliquer les consignes d'un Xavi Alonso toujours très impliqué, attentif et présent à chaque exercice pour encadrer ses joueurs. Arrivé au Real Madrid, ce n'est pas seulement poser ses valises en Espagne, c'est traverser un continent entier. Forcément, cela demande une attention particulière. Il faut l'accompagner, l'aider à s'adapter le plus vite possible. Et c'est exactement ce que veut Xavi Alonso, qui, selon toute la presse, a l'intention de lui donner ses premières minutes de jeu dès mardi face à Osasuna pour l'ouverture de la Liga. L'idée est claire, qu'il s'intègre rapidement, qu'il enchaîne les minutes et, à terme, devienne un titulaire, surtout pour pallier l'absence de Bellingham. Et il faut dire qu'il s'adapte déjà à une vitesse impressionnante. Aux entraînements, on a vu des gestes spectaculaires, des buts splendides, dont un en particulier du pied gauche qui a rendu tout le monde fou. Quelle frappe il a Franco Mastantino! Une patte gauche d'une qualité exceptionnelle. Forcément, on comprend l'euphorie qui monte et je la partage pleinement. Je suis même la première à m'emballer, et c'est souvent pour ça que je subis ensuite de grosses déceptions. Car oui, parfois je me dis, c'est lui, l'élu, celui qui écrira l'histoire du Real Madrid. Mais je le répète, il faut garder la tête froide, ne pas lui mettre trop de pression, ne pas attendre de lui qu'il porte déjà le poids de toutes nos attentes. Il n'a que 18 ans, il est encore très jeune, et il lui faut ce temps de maturation que tout joueur a besoin d'avoir. Mais c'est vrai qu'en le voyant s'entraîner, l'enthousiasme déborde partout, impossible de le contenir. En plus, Mastantino a accordé une interview qui est déjà devenue virale, surtout à cause de l'amour qu'il exprime pour le Real Madrid. Certains doutaient encore, est-ce vraiment son rêve? Parce qu'il était en négociation avancée avec le PSG. Mais il faut se souvenir du contexte. À River, il voyait que le Real Madrid s'était retiré de la course. En 2024, son nom était lié au club madrilène. Florentino Pérez et Solari suivaient de près son dossier. Puis soudain, tout s'est arrêté. Le Real a fermé la porte, sans doute vexé par son choix de prolonger avec River et d'augmenter sa clause libératoire. À Madrid, on a eu l'impression qu'il avait voulu se servir du club et le dossier a été mis de côté. Alors, quand tu es à River et que tu lis partout que le Real Madrid ne viendra pas, que le club ne t'appelle plus, forcément, tu écoutes les autres propositions. Et c'est ce qui s'est passé. Les discussions avec le PSG étaient très avancées. Mais dès que l'appel du Real Madrid est arrivé, tout s'est arrêté net. Il a dit non à Paris. Il a claqué la porte, parce qu'une fois que le Real était revenu dans la course, il n'y avait plus de débat possible. Dans son entretien, il a aussi parlé de ses souvenirs d'enfance liés au club. Il a raconté comment il avait grandi en voyant les 3 Ligues des Champions remportées d'affilée par Madrid et comment il a suivi avec passion cette décennie où le club a soulevé 6 trophées en 11 ans. C'est toute son adolescence qui a été marquée par ses victoires. Il a même confié qu'il aimerait un jour se faire tatouer une Champions League, mais seulement après l'avoir gagnée avec le Real, car sinon, dit-il, cela n'aurait pas de sens. Il faut bien comprendre que pour un jeune de 18 ans, ses souvenirs de football commencent vers 6, 7 ou 8 ans. Et toute cette génération n'a connu qu'une chose, un Real Madrid qui gagnait sans cesse la Ligue des Champions. Ils ont littéralement grandi avec ça. Ces jeunes n'ont rien connu d'autre, ils ne savent pas ce qui s'était passé avant. Et il faut le dire clairement, ce n'est pas normal de remporter autant de Ligues des Champions en si peu de temps. Normalement, un club en gagne une,
Puis il faut attendre plusieurs années avant d'en soulever une autre, et les trophées se répartissent entre les grands. Une pour City, une pour le PSG, une pour le Barça, une pour Liverpool, une pour le Bayern. Mais ce que nous avons vécu avec le Real Madrid n'a rien de normal. Et c'est exactement avec ça que ces jeunes de 18 ans ont grandi. C'est logique qu'ils soient éblouis. Ce que je n'aimerais pas, en revanche, c'est qu'ils trouvent ça banal. Parce que ça ne l'est pas. Quand on regarde l'histoire de la compétition, ce que Madrid a réalisé est hors du commun, presque héroïque. Franco le disait dans son interview. Son premier grand souvenir du Real Madrid, ce sont ces 3 Ligues des champions consécutives. Et c'est bien normal. C'est un exploit historique avec lequel sa génération a grandi. Mais il faut être honnête, revivre une telle épopée sera extrêmement difficile. Ce que le Real a accompli était quasiment impossible. Je ne dirais pas que c'est irréalisable, mais répéter un tel exploit paraît presque impensable. Franco a aussi évoqué les joueurs argentins passés par le Real. Il expliquait qu'il a grandi en voyant évoluer des compatriotes comme Di Maria ou Higuaín, ce qui l'a marqué. Et aujourd'hui, c'est son tour, et il en est très fier. Cela illustre bien l'environnement dans lequel il a grandi, entre 8 et 18 ans, avec un Real Madrid victorieux et des Argentins qui ont marqué le club. Concernant son transfert, il a confirmé un point déjà évoqué en conférence de presse. Luis Enrique l'avait bien appelé et discuté avec lui. Mais une fois que le Real Madrid a montré son intérêt, plus rien d'autre ne comptait. Peu importaient les autres clubs auxquels il dit être reconnaissant, tout s'est effacé dès que Madrid est entré en scène. Aujourd'hui, il a encore précisé, être contacté par le Real Madrid à seulement 17 ans, c'était incroyable. Il raconte qu'il est un garçon simple, originaire d'une petite ville, et que recevoir une telle proposition l'a émerveillé. Quand tout est devenu officiel, il a eu l'impression de vivre un rêve. Les personnes qui l'ont contacté au nom du Real quand il était encore en Argentine ont eu une grande influence sur sa décision. Pourquoi avoir choisi le Real? La réponse est simple, dit-il. C'est le meilleur club du monde et il a toujours rêvé de jouer ici depuis son enfance. Que dire de plus? Ses paroles respirent la sincérité, surtout une grande humilité. C'est ce qui me séduit le plus chez lui. À seulement 18 ans, il affiche déjà une maturité rare. Ce n'est pas le cas de tout le monde à cet âge-là, mais lui, on le sent déjà prêt. Et puis, parlons maintenant de Rodrigo. Je n'arrive pas à comprendre son comportement. Certes, il a un contrat, et s'il décide d'aller au bout, le club devra le respecter, sauf à le vendre et l'indemniser. Mais quand tu prétends te battre pour une place, que tu veux rester, que tu veux prouver à Xavi Alonso qui peut compter sur toi, tu ne peux pas arriver en retard à l'entraînement. D'autant plus qu'il avait d'abord laissé filtrer qu'il voulait partir, parce qu'il craignait de ne plus avoir un rôle de titulaire comme auparavant. Mais face à l'intérêt de City, avec qui il y a forcément eu des contacts, il semble désormais vouloir rester et lutter. Très bien. Mais alors, comment expliquer ce retard? Aujourd'hui, la nouvelle est tombée en début d'après-midi via Álvaro Esteban. Rodrigo est arrivé à 9h42, alors que la séance commençait à 10h30. Or, l'une des règles instaurées par Xavi Alonso est claire. Tout le monde doit être présent 1 heure avant le début de l'entraînement, donc à 9h30. Sauf pour les blessés, qui suivent un programme spécifique avec des horaires différents. Tous les autres joueurs doivent impérativement être présents au moins 1 heure avant le début de l'entraînement. C'est une règle nouvelle instaurée par Xavi Alonso. Sous Ancelotti, il suffisait d'arriver une demi-heure avant, pas plus. Avec Alonso, l'exigence est montée d'un cran, 1 heure d'avance obligatoire. Et malgré cela, Rodrigo est arrivé à 9h42. 12 minutes de retard. 12 minutes. Je ne sais pas s'il a fourni une explication ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'Alonso avait déjà prévenu. Il allait être très strict sur la ponctualité, imposer une vraie discipline dans le vestiaire. J'ai même lu que tout joueur qui arriverait en retard ne jouerait pas le match suivant. C'est exactement la philosophie de Flick au Barça la saison passée. 3 minutes de retard, et peu importe l'excuse, tu ne joues pas. Ancelotti, lui, avait une autre approche. Il expliquait en conférence de presse qu'il écouterait d'abord les raisons du joueur. Si elles étaient valables, il ne sanctionnait pas. Mais là, indépendamment de la raison, l'attitude reste l'attitude. Quand c'est que tu ne comptes plus comme titulaire, que ton rôle a changé, que tu es désormais la 3e ou 4e option sur l'aile, et que tu rentres seulement en fin de match, comment peux-tu te permettre d'arriver en retard? Tu devrais être là à 8h30. Parce que l'attitude, ça change tout. Même si ton entraînement n'est pas parfait, même si tu passes une mauvaise journée, montrer que tu es impliqué, que tu veux t'accrocher, que tu veux convaincre ton entraîneur, c'est la base. Le strict minimum que tu devrais t'imposer. Bref, ce retard de Rodrigo fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
Comme toujours, laissez vos avis en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Amosa, analiza un poco como han sido las portadas en el día de hoy de la prensa. Madrita, no me voy ayer a la prensa de Barcelona, de Cataluña, Porciaos. Puede imaginar cómo están siendo. Pero, la verdad es que si la prensa de Madrid, ella es y el marca real no elo, quieren vender como que fues prensa madridista controlada por Florentino Pérez, la verdad es que déjà bastante, que desear las formas que está empleando Florentino Pérez para controlarla. Opinión pública en favor del Real Madrid, así que nada, chico, idée de Jando. Un buon me gusta. Poneo comodo port. Vamos a comenzar con el análisis de las portadas de los dos principales medios de comunicación de la capital. Lo del diario AS es una clara muestra de cómo manipular a la opinión pública con la portada del diario. Disant lío para empezar le très grand don tu pu. Wa, presumiblement dis, aquí, ha pasado algo grave. Disant que el Barcelona gana de manera solvente partido enturbiado por decisión arbitral, ici os fige, un renglón, más abajo, disant que el mayor de el o que, ce que ya es del segundo tanto del fútbol. Club Barcelona con rayo en el suelo. Hacen ningún tipo de mención a cómo se produce el primer tanto del fútbol club Barcelona y esa posición durosa del balón don no terminamos de saber si el balón salió fuera de banda o no, pero, sobre todo tampoco hacen mención alguna a cómo fueron las expulsiones del Mallorca ni tampoco a esa decisión de Munira Montero y Figueroa Vázquez de no sacar tarjeta roja a Rafinha en la que fut la entrada más dura y la más criminal de todo el encuentro. Ya vimos en el video que subimos ella después del partido donde había pu bueno, un criterio bastante dispar a la hora de. En ce qui concerne l'arbitrage, on voit bien que les critères pour distribuer les cartons jaunes et rouges sont loin d'être cohérents. Le Barça a commis 17 ou 18 fautes, contre à peine 7 ou 8 pour Mallorca, et pourtant il n'a reçu qu'un seul carton jaune. Bien entendu, ce genre de choses ne figure pas dans les pages de l'AS. Et d'ailleurs, on peut aussi souligner la photo choisie pour illustrer la une. Certes, on y voit Muriqui lever la jambe très haut et heurter le visage de Joan Garcia. On peut admettre que ce geste mérite une expulsion. Mais rappelons que dans des situations similaires impliquant Barcelone, un tel jeu dangereux, qu'il y ait intention ou non, n'a pas été sanctionné par un carton rouge. Cela s'était déjà produit il y a 2 saisons avec Balde, lors d'un Mallorca-Barça. Plus récemment, la saison dernière, Gavi avait envoyé un joueur d'Alaves à l'hôpital avec un traumatisme crânien grave. Résultat, aucune expulsion, aucun scandale. Gavi avait simplement été remplacé. Le joueur adverse, lui, avait été écarté des terrains pendant plus d'1 mois. La seule différence entre les deux actions, dans un cas, c'était un pied levé, dans l'autre un choc de la tête, mais dans les 2 cas la brutalité était évidente. Voilà donc pour la couverture de l'AS. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Passons maintenant à celle de Marca, un autre média financé par Javier Tebas et par l'ombre persistante de l'affaire Negreira. Vous allez halluciner, car en lisant leur une, on a l'impression qu'il ne s'est absolument rien passé lors de ce match. Le titre de Marca, La vie continue. On y met en avant les prestations de Lamine Yamal et de Rafinha. Et dans un petit encadré à gauche, en lettres minuscules, on lit « Le Barça s'impose, mais avec polémique ». Polémique? De quoi parle-t-on exactement? Quelle polémique? Aucune photo ne l'illustre, aucune explication n'est donnée. En réalité, ce que le journal met en avant, c'est uniquement « Le Barça s'impose », souligné en bleu. Rien sur les expulsions. Rien sur le premier but douteux, rien sur le deuxième but marqué alors qu'un joueur de Mallorca était au sol, rien sur l'entrée violente de Rafinha. Rien. Et pourtant, on nous dit que la vie continue. Et à vrai dire, oui, la vie continue. Le Real Madrid continue d'évoluer dans une Liga marquée par le système Negreira qui n'a pas changé d'un iota. On voulait croire que le comité technique des arbitres allait évoluer, mais les décisions prises par son nouveau tandem, Fran Soto et Fernandez Borbalán, ne sont que cosmétiques. On change quelques visages, on annonce désormais les désignations la veille des matchs à 16 heures au plus tard, et la grande réforme consiste à appeler les arbitres par leur prénom et leur premier nom de famille au lieu des 2 noms comme avant.
Voilà l'ampleur de leur révolution. On nous avait vendu l'idée d'introduire l'intelligence artificielle dans les désignations, mais au final, c'est toujours un comité qui décide arbitrairement quel arbitre dirige tel ou tel match. Ce week-end, c'est ainsi Munira Montero qui a été placé sur ce Mallorca-Barça, avec des conséquences catastrophiques pour l'arbitrage espagnol. Nous reviendrons un peu plus tard sur son cas ainsi que sur celui de Figueroa Vázquez. Mais avant cela, voyons ce qui a été dit dans les retransmissions du match, notamment dans Carrusel Deportivo de la Cadnacer. Écoutons l'action la plus controversée, l'énorme faute de Rafinha juste avant la mi-temps, qui aurait clairement dû être sanctionnée par un carton rouge. Voici comment elle a été commentée à la radio. Soyez attentifs. Oui, c'est une entrée dure, limite, parce qu'elle peut blesser sérieusement l'adversaire. Ça me rappelle la faute qui avait blessé Isco. Moret se relève, le VAR n'intervient pas. Il n'y aura qu'un simple avertissement. Et voilà, le Barça mène 2-0 à la pause. Comme toujours quand il s'agit de Barcelone, aucune indignation, pas de cris, pas de mots comme geste criminel ou perte de contrôle. Tout est minimisé. Le présentateur Dani Garrido, le commentateur Culé Jesus Galgo et même l'ex-arbitre Itural se contentent de dire que c'est une action limite, qu'elle aurait pu faire mal, mais rien de plus. Et presque avec soulagement, il conclut lorsque Munira Montero envoie les équipes au vestiaire. Si vous voulez, on peut aussi comparer cela avec l'analyse de Carlos Martinez, qui en 6 secondes seulement a résumé l'action d'une façon tout aussi édulcorée. Ou, c'est fort, je ne sais pas, peut-être qu'il glisse. Toujours la même indulgence quand le Barça est concerné. Quand une action pourrait nuire au FC Barcelone, on emploie aussitôt le vocabulaire, la rhétorique, presque de la littérature, pour enrober la scène et trouver une excuse imaginaire. Carlos Martinez, par exemple, lors d'une action où Rafinha tente de couper le ballon, saute et percute violemment le joueur de Majorque, affirme que son pied a glissé. En réalité, jamais le pied du joueur majorquin ne glisse, mais Carlos Martinez, toujours près derrière les micros de Movistar Plus, s'empresse de blanchir cette intervention, pourtant totalement criminelle. Et, comme par hasard, ni Munira Montero sur le terrain, ni Figueroa Vázquez à la VAR, peu importe dans quelle salle, A, B, C ou D, il se trouvait, non jugé nécessaire de sanctionner cela d'un carton rouge. Cette façon de raconter les choses illustre parfaitement les 35 années durant lesquelles nous avons subi l'écosystème Negreira en Espagne. À ce propos, je vous partage quelques statistiques actualisées après cette première journée de Liga. Elles montrent l'écart arbitral en faveur du Barça par rapport au Real Madrid. Ce sont des anomalies impossibles à expliquer sans une cause extérieure qui provoque cette distorsion flagrante. Et loin de se réduire, cette aberration continue encore et encore. Regardons aussi comment réagit le milieu du football. Écoutons, par exemple, Sergi Darder de Majorque commenter l'action. Bien sûr, ces joueurs savent très bien qu'ils ne peuvent pas trop élever la voix, car sinon tout le système qui existe en Espagne se retournerait contre eux. Tout le monde sait que si tu ne te plains pas trop du Barça, tôt ou tard, l'arbitrage t'arrangera un match suivant, souvent face au Real Madrid. D'ailleurs, si l'on compare ce match du Barça à celui du Real Madrid la saison passée, sur ce même terrain de Majorque, on remarque bien la différence, la distribution des cartons, le rythme imposé par l'arbitre, les libertés accordées à certains pour presser et faire faute, alors qu'au moindre contact contre les joueurs du Barça, on sort une jaune. Tout cela illustre parfaitement le fonctionnement de ce système. Voici donc ce qu'a dit Darder. Selon l'arbitre, il n'a pas vu de danger pour la santé de Rayo. Apparemment, il est médecin aussi. Quand un type prend un ballon en pleine tête à 40 mètres, essaie de continuer puis s'écroule, et que le jeu dure encore 78 secondes. Je crois que tu as eu largement le temps d'arrêter le jeu pour éviter des complications. La réaction du joueur t'indique tout. Quand un but n'est pas célébré, cela veut déjà dire quelque chose. C'est pareil ici. Je prends un coup, je m'arrête, et si l'arbitre ne siffle pas, c'est déjà un message clair. C'est un exemple frappant. Munira Montero a ignoré totalement le protocole concernant les coups à la tête. Sergi Darder l'explique très bien. Certains disent que Rayo en rajoutait pour casser l'action. Je veux bien l'admettre. Mais dans tous les matchs de Liga, dans 100% des cas, le jeu est arrêté immédiatement. Et là, par coïncidence, cela arrive uniquement quand ça profite au Barça. D'ailleurs, à partir de maintenant, soyez-en sûrs, à chaque coup à la tête, le jeu sera systématiquement interrompu. Mais ce jour-là, face au Barça, on a laissé jouer. Même le compte Archivo Barça reconnaît que le comité technique des arbitres est très en colère contre la manière dont Munira Montero a appliqué le règlement. Pourtant, toute l'attention se portait uniquement sur l'action où Rayo était au sol,
Et absolument personne n'a parlé du tacle criminel de Rafinha. Et c'est là que le scandale est double. Non seulement le Barça a été avantagé dans ce match, mais la compétition elle-même est faussée pour les matchs suivants. Rafinha aurait dû être suspendu et manquer le prochain déplacement du Barça. C'est exactement ce qui s'était produit quand Munira Montero nous avait volé à El Sadar face à Osasuna. Toute la polémique s'était focalisée sur l'expulsion de Jude Bellingham, alors qu'on avait totalement oublié les pénaltys évidents refusés au Real Madrid. Comme je le disais, les joueurs de Majorque ont bien protesté, mais à voix basse. Je suis convaincu que si cela avait été le Real Madrid qui en avait profité, les déclarations auraient été beaucoup plus dures, amplifiées par tous les médias. Mais dans ce cas, Sergi Darder ou l'entraîneur de Majorque se contente de dire « Peut-être que nous avons aussi notre part de responsabilité ». Ce genre de discours n'existe jamais quand c'est Madrid qui est concerné. Écoutons aussi Rayo, qui a raconté sa version après le match. Munira Montero lui aurait expliqué que ce n'était pas vraiment un coup à la tête, mais simplement un dégagement, comme si c'était un ballon repoussé sur corner. Or, il s'agissait bien d'un tir frontal reçu en plein visage. Ajoutez à cela la chaleur étouffante, et vous avez l'impression que Munira Montero, en plus d'arbitrer, se prend pour un médecin capable de juger si l'intégrité du joueur est en danger ou pas. Voici ce que Rayo a déclaré. Il y a une semaine à peine, le protocole de la Liga disait clairement « N'importe quel coup, que ce soit avec le ballon ou la tête, et si le joueur tombe, on arrête le jeu. » Là, 10 secondes se sont écoulées. Et par malchance, je tombe justement. À ce moment, je me sens un peu étourdi. Mes 2 premiers pas, c'est comme si je voulais me relever, mais je ne pouvais pas. Donc je pense que ces 10 secondes ont largement suffi. Parce que le ballon est monté haut, puis est redescendu. Ils ont continué à jouer, ont combiné et finalement frappé au but. Qu'on nous l'explique? Parce qu'à chaque autre action avec un choc à la tête, le jeu est arrêté immédiatement. Là, ça n'a pas été le cas. Je ne dis pas que c'est uniquement la faute de l'arbitre, il a interprété les choses d'une certaine manière, mais si le règlement dit une chose, il faut le respecter, non? Même les joueurs du Barça le reconnaissaient. Ils n'y sont pour rien, mais une semaine auparavant, on leur avait expliqué exactement la même chose. Est-ce que le match aurait dû être interrompu? Oui, mais la réalité, c'est que Munira n'a jamais sifflé. Après avoir accordé le but, il est simplement venu me demander si j'allais bien, si j'étais étourdi. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il m'a répondu « but ». La réponse la plus claire, c'est Ferran qui l'a donnée. Lui-même pensait que l'arbitre avait sifflé, et c'est pour ça qu'il a tiré. Même discours du côté de l'entraîneur de Majorque, il s'est plaint, mais toujours avec un ton conciliant vis-à-vis de l'arbitre. Et pourquoi? Parce que, depuis des décennies, nous vivons dans cette Liga corrompue par elle. Écosystème Negreira, toléré par les médias. Si l'arbitrage vu contre Majorque avait profité au Real Madrid, je vous assure que les unes de l'AS et de Marca auraient été toutes autres, et que la narration de la Cadence aurait eu un ton complètement différent. Mais quand c'est le Barça, les clubs adverses protestent, tout en s'excusant, de peur de contrarier ceux d'en haut, ceux qui dirigent tout. L'action est claire, la semaine dernière encore, on nous a rappelé que sur tout coup à la tête, le jeu doit être arrêté. Le 4e arbitre l'a signalé, il a même porté le sifflet à la bouche. Tout le monde a cru qu'il avait sifflé. Et, à la surprise générale, il a validé le but. L'explication donnée après coup, Maffeo n'était pas vraiment sonné. Mais quand un joueur s'effondre, comment savoir immédiatement s'il est groggy ou non? Ensuite, il y a eu le cas de Morlan, sanctionné d'un premier carton jaune qu'il a mis sous pression, puis d'une deuxième expulsion sévère. Et celui de Muri, qui a levé le pied trop haut et, par malchance, a frappé le visage d'un adversaire, carton jaune transformé en rouge après intervention du VAR. Résultat, le match a été plié après une vingtaine de minutes seulement. Certains disent que l'Espagne veut transformer la Liga en une Bundesliga où domine le Bayern Munich. Mais c'est faux. Ce que le Barça a obtenu avec ses paiements au comité technique des arbitres, c'est exactement le contraire. Le but était d'éviter que la Liga devienne une compétition dominée naturellement par le Real Madrid. Il suffit de regarder les 6 dernières saisons. 3 titres pour Madrid, 2 pour le Barça, 1 pour l'Atlético. L'une des ligues gagnées par le Barça avec Xavi, alors que son équipe n'avait même pas le niveau pour dépasser les quarts de finale en Europa League. Dans ce pays, les décisions arbitrales douteuses ont empêché que la Liga reflète la supériorité naturelle du Real Madrid. On se souvient de la Liga de l'Atlético, acquise grâce à des hors-jeux flous, à un but refusé de Mariano, ou encore au fameux match contre Séville à Valdebeba. La saison dernière encore, malgré un mauvais Real Madrid, le Barça ne l'a devancé que de 4 points, alors qu'avant une série de 3 braquages, à Cornellà, au Bernabéu et à El Sadar, Madrid avait 8 points d'avance.
Voilà, mes amis, c'était l'analyse d'aujourd'hui. Comme l'a écrit Marca dans sa une, la vie continue. Et le Real Madrid devra continuer à se battre durement, avec efficacité, contre l'écosystème nucléaire installé dans ce pays. Je vous invite à partager vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et n'oubliez pas que dans le commentaire épinglé, vous trouvez aussi le lien vers le canal WhatsApp où vous aurez accès à tout le contenu lié à l'écosystème Negreira et aux analyses pour contrer le récit imposé par les médias. On se retrouve très vite, j'espère avec de bonnes nouvelles. Un salut et à la Madrid!